qu'il fait, on fonctionne un peu au ralenti. Là, j'ai le plaisir de voir Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Michel. Alors, toi, tu es à Lausanne. Il fait chaud à Lausanne? Oui, pourquoi tu prends l'accent suisse là tout d'un coup, hein? Tu te Tout moques de d'un moi? coup, pour faire local, tu vois. Nous sommes à 30 degrés avec un temps magnifique et un lac super bleu avec un tout petit peu de vent, donc pas de paddle aujourd'hui, plutôt des planches à voile. Magnifique. Et toi, Sébastien, quel temps à Toulouse? Très chaud, mais je te défie de prendre l'accent toulousain quand même. Euh, bonjour à toi, Ah, bonjour Elodie, bonjour à tout le monde. je vais éviter de me ridiculiser. Alors, évidemment, bonjour à tous. Vous étiez près de 350 inscrits à ce webinaire. Et donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, un webinaire qui trouve place dans le cadre d'une journée qui s'appelle Digital Learning Fest, qui est organisée par Moss Mind On-Site et EdTech et qui, semble-t-il, a remporté d'ores et déjà un grand succès. Donc, on va essayer de ne pas faire mentir le succès de la matinée en apportant un contenu qui tienne la route. Alors, voilà d'ailleurs le thème qui est assez accrocheur. Le LMS est-il mort? Est-ce que les transformations en cours changent vraiment? Alors, pour moi qui suis un vieux de la vieille, je ne dirais pas que Sébastien et Elodie le sont aussi. J'ai la primauté de l'âge sur eux. Ce n'est pas la première fois qu'on entend cela. Le LMS est-il mort? Il me semble, Sébastien, que c'est au moins la deuxième ou troisième fois depuis la fin des années 90 qu'on entend cette question posée. Et donc, on va voir si aujourd'hui la question, elle est toujours aussi simple d'y répondre ou si, notamment, l'intelligence artificielle apporte quand même quelques changements à tout ça. Donc, on va avancer. Il est important que vous vous présentiez. On va commencer par, prenons l'ordre de ce slide. Sébastien. Bonjour à tous, moi je suis consultant spécialisé en data et IA pour la formation. Je suis en partie indépendant, en partie salarié d'une société qui s'appelle Solunea. Je suis spécialisé dans un standard, dans la mise en œuvre d'un standard qui s'appelle XAPI, Experience API, peut-être certains en ont entendu parler. Je suis également le créateur d'une plateforme qui s'appelle TraxLRS, qui est ce qu'on appelle un LRS pour les initiés, c'est-à-dire un dépôt de traces d'apprentissage. Voilà, et j'offre des missions de conseil, mais également de développement d'applications, d'outils qui visent essentiellement à capturer de la data ou à exploiter de la data. Et je confirme que Sébastien est un des meilleurs experts français sur ces questions, notamment en matière de normes des plateformes de formation. Donc, à consulter en priorité lorsque vous avez des investissements à faire. Et je pense qu'Élodie, tu vas te présenter, mais tu ne contrediras pas cette présentation de Sébastien. Tout à fait. Donc, Élodie, je suis la fondatrice et la directrice de Moss, donc qui a 25 années, ça ne me rajeunit pas. Et nous appartenons maintenant au groupe de formation internationale qui s'appelle Emsley Fraser. Et nous sommes rattachés à la branche technologie, donc pour le développement des solutions digitales, notamment le blended LMS Moscorus, mais aussi des apps mobiles, on en parlera peut-être brièvement tout à l'heure. Et cela fait quelques années que nous nous connaissons avec Sébastien, puisque nous avons fait appel à ses services plusieurs fois sur la partie standard, et nous apprécions son expertise sur le sujet. Donc, Sébastien, il sert aussi bien les entreprises, les services de formation, que les éditeurs de logiciels. Voilà. Tout à fait. Mais non, il n'a plus de temps pour les autres éditeurs, je vous rassure. Si ça, ce n'est pas une marque de son expertise, alors vraiment, je ne m'y connais pas. Quant à moi, eh bien, on m'appelle l'homme au mimosa. Hein, j'adore le mimosa et donc il est sur mon bureau. Et bon, j'œuvre depuis essentiellement maintenant en ligne depuis Nîmes, où il fait 35 degrés aujourd'hui. Voilà, votre information est absolument complète là-dessus. On a prévu de répondre à 4 questions aujourd'hui et chaque question sera précédée d'un sondage. Alors, vous avez un petit panneau d'administration sur la droite où à la fois vous pouvez utiliser le chat, vos contributions, vos remarques, voire vos questions, évidemment.
il y a un onglet pour les sondages. Et puis ma foi, voilà. Donc, on commence par un premier sondage. Et si vous cliquez sur l'onglet Poll, vous devriez voir apparaître les résultats, enfin les items du sondage. Donc aujourd'hui, votre LMS est surtout un outil de diffusion de contenu, de gestion et de conformité, les deux, aucun des deux. Voilà, donc vous êtes… Ah, pour aucun des deux, je veux savoir ce qu'ils font. Hein. Ah, il y a peut-être, ma chère Élodie, des usages que tu n'as pas aperçus du LMS qui pourraient faire la fortune de Moss Maiden Site demain. Ah bah non, justement, ça va être de mes clients. C'est pour ça que… Alors, on a déjà 43 réponses. Bon, il y a quelque chose qui se dessine là. Peut-être, Sébastien, une première remarque sur ce résultat. On a à peu près, heureusement, aucun des deux. Quand je dis heureusement, pourquoi d'ailleurs, mais on a quand même diffusion de contenu et les deux en général. Hein. Oui, tout à fait. Toi. La diffusion de contenu remonte quand même. Alors, on aurait pu en rajouter d'autres, des items d'ailleurs. On aurait pu parler de compétences, on aurait pu parler de collaboration, de plein de choses. Contenu remonte quand même de manière assez importante. Finalement, c'est assez en phase avec le rôle d'origine du LMS, finalement. Donc, le côté accès au contenu, diffusion du contenu, je dirais qu'on est presque sur une partie assez traditionnelle du LMS. Mais on va voir là, dans le cadre de la présentation de cette session, qu'il y a peut-être d'autres choses que la simple diffusion du contenu derrière le LMS. Élodie, ça te parle, ce sondage ? Oui, principalement, il y a la diffusion des contenus, il y a cette question de gestion et de conformité, mais il y a effectivement des usages qui peuvent être un petit peu différents. On a 2 réponses, 4% sur aucun des deux. Donc, avoir les usages qu'il pourrait y avoir derrière. Je suis en train de réfléchir à mes clients qui font des usages particuliers du LMS en tant que support pour l'entreprise étendue, où c'est de l'information, c'est de la communication, c'est de la promotion de marque. C'est peut-être dans ce contexte-là qu'on a ces réponses. Alors voilà. Justement, Élodie, on va pouvoir entrer directement dans le vif du sujet avec une première question à laquelle on va essayer de répondre avec toi et Sébastien. Mais ma première question, c'est, compte tenu du grand nombre de clients et de l'ancienneté, l'expérience de Moss Maiden Site sur ce secteur, est-ce que les entreprises que tu rencontres, soit des clients, soit des prospects, soit des tas d'autres entreprises dans le cadre des conférences, des salons auxquels tu participes, etc., est-ce que tu entends des reproches implicites ou explicites aux fonctionnalités telles qu'elles sont actuellement en vigueur et après leur longue évolution dans le temps, des plateformes LMS ? Il y a effectivement des reproches récurrents sur le modèle du LMS traditionnel. Ça tourne souvent autour des mêmes sujets. Il y a d'un côté l'expérience utilisateur. C'est pour ça que les clients s'orientaient vers ce qu'on appelait dans l'autre acronyme des LXP. Voilà, LMS, LXP, ça s'est fusionné maintenant. Cette expérience, elle est scindée, je dois dire. Ah, il y a un écho. Oui, on entend un écho, effectivement. D'un micro de l'autre côté qui renvoie mon son. Alors, ça a l'air d'être mieux. Et puis, l'autre reproche que font les prospects que je rencontre et qui viennent volontiers vers nous, c'est la flexibilité du LMS à s'adapter au processus de l'entreprise et pas l'inverse. Et puis moi, j'aime bien, finalement, je me suis dit, mais tiens, cette notion d'adaptive learning qui est élargie pas seulement à l'expérience apprenant, hein, puisqu'on l'a mis là-dessus, l'adaptive learning, mais aussi au côté administration de la plateforme pour pouvoir développer ce qui va bien en termes de fonctionnalité, parce que les clients avaient souvent un sentiment de plateforme imposée.
Voilà, sur les gros éditeurs, c'est plutôt ce sentiment-là qu'ils génèrent. Et des éditeurs dont nous faisons partie à l'échelle d'un pays comme la Suisse et la France combinée, on est sur des éditeurs qui vont aller vers des choses plus flexibles. Donc, ce que je peux dire en résumé, c'est que des LMS traditionnels, ils ont d'abord été conçus pour gérer des catalogues. C'était l'inscription des apprenants. Suivre des complétions, c'était du reporting que j'appelle plutôt des vanity metrics parce que c'était combien d'apprenants formés, etc. Rien comme indicateur en lien avec le business finalement. Et il y a aussi une notion d'écosystème, c'est-à-dire l'intégration avec le système informatique de l'entreprise. Par les entreprises, elles ont multiplié des outils, que ce soit les outils SIRH, des outils aussi de collaboration sur Teams ou autres. Il y a pléthore de contenus aussi sur l'intranet, par exemple. Maintenant, il y a les outils IA. Il y a des analytiques qui viennent en plus, en dehors de la plateforme. Donc, ce qu'elles veulent, c'est des solutions qui soient plus ouvertes et qui puissent s'intégrer finalement dans l'écosystème. Et puis, le reproche aussi, c'était avec l'arrivée de l'IA, les usages qui évoluent. Donc, c'est ça que les plateformes, elles s'adaptent aux nouveaux usages des utilisateurs. Donc, le modèle historique, finalement, qui était super centré catalogue et navigation, on va dire, il est bien challengé actuellement. Est-ce que c'est ton avis, Sébastien? Tu as pointé tout à l'heure le fait, par exemple, qu'une des features, une des fonctionnalités essentielles de la plateforme LMS, c'est de distribuer massivement des contenus en ligne. Donc, effectivement, le succès s'est bâti là-dessus. En tant que tel, c'était déjà une révolution. Mais en parallèle de tout ça, évidemment, le monde numérique a beaucoup évolué. On a vu par exemple apparaître en 2007 l'iPhone. Et l'iPhone a profondément bouleversé les modes de consommation privés et finalement aussi professionnels du numérique. Est-ce qu'à ton avis, tout cela met en cause le périmètre fonctionnel initial des plateformes LMS? Sont-elles bien adaptées de ce point de vue-là aux nouveaux usages numériques, y compris sur l'aspect dont a parlé Élodie, c'est-à-dire l'expérience d'utilisation? Je vois que tu fais de la pédagogie. Élodie a parlé de LXP et tu as ajouté dans le chat Learning Experience Platform, donc on parle bien de l'expérience apprenante là. Est-ce que pour toi, ce périmètre et cette expérience apprenante ont suivi les usages numériques? Alors, écoute, je vais commencer par rebondir sur une petite phrase que tu as dite en introduction, qui était que, avec toute l'expérience accumulée dans ce métier, ce n'était pas la première fois qu'on entendait parler de mort du LMS. Alors, moi, je me suis livré à une petite recherche sur ChatGPT, évidemment. En fait, la première fois qu'on a annoncé la mort du LMS, c'était en 2007. Oui, 2007. exact. On va dire que le LMS, il est né, le LMS en tout cas de l'ère moderne, on va dire qu'il est né à peu près en 2000, un petit peu avant peut-être. Donc on l'avait annoncé mort alors qu'il était tout jeune, il était en pleine adolescence. Donc bon, la vérité, c'est qu'en fait, des critiques, le LMS a toujours fait l'objet de critiques. Pourquoi? Probablement parce qu'il est au carrefour de plein de changements, à la fois technologiques, à la fois pédagogiques, à la fois changements au niveau des organisations. Et donc, il est obligé de s'adapter constamment. Donc, il a fait qu'évoluer depuis ces années-là. Les premiers LMS, c'était vraiment des LMS 100% centrés sur le catalogue e-learning. Ça a ensuite évolué vers le support du blended learning, vers de l'interaction sociale, vers le support du mobile, etc. Le LXP dont a parlé Élodie, le LXP, c'est intéressant parce que ça a mis l'accent sur le L de LMS. LMS, c'est Learning Management System. Le LXP met l'accent sur le L, sur le learning. Et le LMS, on lui a souvent reproché de trop traiter le M et pas assez le L. Donc le LXP a été une forme de réponse à ça finalement, de traiter un peu mieux l'expérience apprenant, l'expérience utilisateur. La vérité, c'est que l'expérience apprenant, elle est constamment en train d'évoluer. Évidemment, elle est à nouveau en train d'évoluer avec l'IA aujourd'hui. On le sent de manière très intuitive. Aujourd'hui, quand on travaille et qu'on ne sait pas quelque chose, notre premier réflexe,
c'est pas d'ouvrir le LMS, c'est d'aller sur ChatGPT, poser la question, ChatGPT ou autre. C'est pas d'aller visionner des heures d'e-learning ou de vidéos, c'est d'obtenir une réponse directe par notre IA. C'est ce qu'on fait aujourd'hui directement dans notre quotidien. Donc on voit bien, on sent bien intuitivement que la manière d'apprendre, elle est en train de changer, elle est vraiment en train d'évoluer. Donc cette partie, elle, le learning, évidemment, elle est en pleine évolution. On va avoir vraiment l'occasion d'en parler là, durant cette session. La question du M, en revanche, du LMS, évidemment qu'elle évolue aussi, elle est soumise à toutes ces évolutions-là. Mais fondamentalement, je ne suis pas sûr qu'elle ait complètement changé. C'est quoi la raison d'être du LMS, au fond? C'est d'aligner les compétences des collaborateurs aux besoins opérationnels de l'entreprise. Donc ça, c'est le pourquoi du LMS. Donc le pourquoi, finalement, il ne change pas. Les organisations, elles ont toujours besoin d'une plateforme qui sert à aligner les compétences. Le comment change. Le comment, c'est par quelles actions pédagogiques, par quelle technique, par quelle démarche, par quelle expérience pédagogique on va mettre en œuvre ça. Mais le pourquoi, fondamentalement, je pense qu'il n'a pas changé. D'ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler, dans le sondage, il y avait le terme de conformité qui était utilisé. Il n'est pas inutile de rappeler que la conformité, les formations de conformité ou de compliance, comme on dit dans le monde anglo-saxon, ont beaucoup joué dans les succès du LMS, tout simplement parce que les entreprises ont besoin de prouver que leurs collaborateurs ont suivi les formations et ont obtenu les résultats qui sont les résultats minimums, je dirais, pour être autorisés, pour être habilités à faire son job. Il y a des tas de métiers aujourd'hui et de plus en plus de métiers qui sont sous certification, qu'on ne peut pas faire. Prenons ne serait-ce que l'exemple de gestionnaire de patrimoine ou de conseil dans la banque, etc. Et ça, effectivement, le LMS est très puissant pour démontrer qu'une formation en ligne a bien été suivie, que le collaborateur a eu tel résultat, etc. Et ça, on voit bien que cette fonction-là, c'est une fonction qui ne peut pas disparaître avec l'intelligence artificielle. En tous les cas, l'entreprise aura besoin véritablement d'un système qui est capable de prouver ça. Tu parlais, Sébastien, d'expérience d'apprentissage. Donc, on va peut-être rester sur ce point avec une deuxième partie qui traitera justement de ces expériences d'apprentissage et de leur externalisation. Mais vous avez bien compris, chère audience, le jeu auquel nous jouons, c'est-à-dire qu'on passe maintenant par un sondage et vous voyez apparaître un deuxième sondage où se fait réellement de l'apprentissage dans votre entreprise avec plusieurs propositions, majoritairement dans le LMS, de plus en plus hors LMS, déjà largement hors LMS, difficile à dire. Il y a 4 personnes qui répondent difficile à dire. Ah, mais je comprends cette réponse. Je ne veux pas influer dessus, d'ailleurs. On va se laisser encore quelques secondes. Eh ben, voilà, on y est. Élodie, à toi le commentaire en priorité. Le difficile à dire, je fais peut-être le lien sur un terme qu'on a évoqué dans un des webinaires précédents, qui est le Shadow IA ou l'IA fantôme, qui désigne finalement un outil IA qui n'est pas autorisé par la DSI de l'entreprise, n'est-ce pas? Mais où les gens vont quand même chercher de l'intérêt formation. Donc voilà, pour moi, je réponds sur ce difficile à dire et je laisse le reste à vos commentaires. Sébastien. On voit déjà largement hors LMS quand même qui confirme quelque chose qu'on présentait et qui fait l'objet de la question suivante d'ailleurs à laquelle on va essayer de répondre. Donc je vais me réserver. Alors allons-y. Est-ce que tu observes une externalisation notamment des expériences d'apprentissage? Alors, externalisation, ça pourrait avoir deux sens. On va déjà utiliser peut-être leur premier sens. Externalisation par rapport au LMS. Et on voit que là, dans ce sondage, ça a vraiment du sens. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas nouveau. Il y a déjà historiquement plein de choses qui se passent en dehors du LMS. Le présentiel se passe en dehors du LMS. Alors, il est souvent référencé dans les parcours, mais physiquement, en tout cas, il se passe en dehors du LMS. Tout ce qui est apprentissage pratique, serious game, simulation, tout ça, c'est déjà en dehors du LMS depuis assez longtemps. Enfin, depuis toujours même.
Ça ne veut pas dire non plus, on n'est pas en train de dire là que toutes les expériences d'apprentissage sortent du LMS. Le LMS, lui, il continue à supporter des formations qui sont spécifiques à l'entreprise. Il continuera toujours à porter des formations. Je pense qu'il a une utilité. La brique learning a une utilité et elle restera pour couvrir toutes les formations spécifiques de l'entreprise. En revanche, moi, ce que j'observe, c'est deux tendances qui sont, une pas nouvelle, l'autre qui est vraiment nouvelle et qui est vraiment liée à l'essor de l'IA. Celle qui n'est pas nouvelle, mais qui s'amplifie, c'est le fait qu'on a de plus en plus de formations entières qui vont être déléguées, c'est-à-dire qui vont être externalisées sur des plateformes tierces spécialisées pour le développement de certaines compétences. Et la deuxième tendance, c'est la délocalisation de certaines formations du LMS vers l'environnement du travail. Je vais essayer de développer les deux. Je vais passer vite sur la première. Je passerai, si tu le permets, Michel, un peu de temps sur la deuxième parce que ça me paraît vraiment fondamental. La première, le fait de déléguer des formations sur des plateformes tierces, à nouveau, ce n'est pas nouveau, puisque si je prends, je ne sais pas moi, par exemple, l'apprentissage des langues, si vous formez vos salariés à l'anglais, c'est assez peu probable que vous le fassiez sur votre propre LMS. Normalement, vous envoyez vos salariés sur des plateformes dédiées, spécialisées dans l'apprentissage des langues. Pourquoi? Parce que ces plateformes ont développé une expertise, un savoir-faire, des retours d'expérience. Elles ont cumulé des données qui les rendent uniques et bien plus performantes que tout ce que vous pourriez faire sur votre LMS. Donc ça existe pour les langues, ça existe pour la bureautique, pour un certain nombre de soft skills. Et c'est une tendance, je pense, qui continue à se développer et qui va probablement s'accroître. Moi, je suis convaincu qu'on va avoir de plus en plus d'acteurs qui vont se spécialiser dans certaines compétences et grâce à l'IA, développer des plateformes vraiment spécifiques, riches, et suffisamment performante pour être, en tout cas, plus performante que ce que vous pourriez faire sur votre LMS. Donc, ça a du sens d'envoyer les apprenants sur ces plateformes externes, et ça en aura de plus en plus. Je mettrai une contrepartie à ça quand même. C'est que, OK, envoyer les apprenants à l'extérieur du LMS de l'entreprise, pourquoi pas, mais on a quand même envie d'avoir un retour, de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, d'avoir une image de l'expérience externe, à minima, d'avoir un retour sur les compétences qui ont été travaillées. Et ce retour d'information vers le LMS de l'entreprise, aujourd'hui, on ne sait pas toujours très bien le faire. C'est un vrai sujet. Je ne vais pas rentrer dedans, parce que c'est plus des considérations techniques, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Si je passe maintenant à ce deuxième mouvement qui concerne l'externalisation des formations, c'est le LMS qui délocalise des formations vers l'environnement de travail. Je vais passer un peu de temps à l'expliquer. Je vais m'appuyer sur un exemple. Imaginons qu'on ait des salariés qu'on souhaite former à la gestion de projet. Bon, première étape, on leur apprend les bases, on les envoie sur notre LMS classique. Ils apprennent les bases du métier, ils ont peut-être d'autres formations en présentiel, etc. Puis, on va décider, par exemple, de les mettre rapidement en situation réelle, de les envoyer sur le terrain. OK, on leur met le pied à l'étrier. Simplement, on va leur donner, pour les aider, on va leur mettre à disposition un coach IA, un tuteur IA, spécialisé en gestion de projet. Et comme notre collaborateur, on va dire qu'il utilise préférentiellement Microsoft Teams pour animer ses réunions, pour communiquer avec ses salariés, on va faire en sorte que ce coach IA, il soit en place directement dans Teams. Donc, notre chef de projet junior, il peut faire son travail, et il peut s'appuyer au quotidien sur ce coach IA, qui va l'accompagner dans ses tâches quotidiennes. Attention, ce coach IA, il ne fait pas le travail à sa place. Hein. Je parle bien d'un coach IA qui est là pour l'accompagner et l'aider à monter en compétences. Donc, il y a une vraie intention pédagogique derrière de monter en compétences, c'est important. Donc, si on fait ça, c'est vachement intéressant. C'est intéressant d'un point de vue pédagogique parce qu'on offre à notre collaborateur à la fois une unité d'outils. Il est dans Teams, il reste dans Teams, c'est son outil de travail quotidien. Il n'a pas besoin d'aller sur le LMS. Mais on lui offre aussi une unité de temps. C'est fini le temps où on allait d'abord se former sur le LMS, puis on passait à la mise en pratique sur le terrain. Là, on a les deux. C'est-à-dire qu'on apprend en pratiquant grâce à l'aide de notre coach IA qui est présent. Donc, c'est un intérêt pédagogique, cette approche-là. C'est un intérêt technique également. Ce qu'on voit là, c'est que finalement, l'interface d'apprentissage, c'est notre coach IA qui est intégré dans l'environnement de travail. Mais il y a un point qui est important, qu'il faut vraiment comprendre, c'est que notre coach IA, il ne fonctionne pas comme ChatGPT, en fait. Notre coach IA, il est spécialisé, il a un rôle pédagogique en gestion de projet. Ça veut dire qu'il a été créé, configuré, alimenté pour avoir un certain comportement dans ce but précis. En d'autres termes, on lui a fourni un contexte pédagogique.
Et c'est super important de comprendre ça, parce qu'une IA, pour être pertinente, elle a besoin d'être nourrie par un contexte. D'accord ? Et ce contexte, il est fourni par qui ? Là, en fait, le meilleur système qui soit pour fournir ce contexte pédagogique, c'est le LMS. Puisque le LMS, il est le dépositaire de cette connaissance pédagogique liée au métier. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est que finalement, on a une expérience d'apprentissage dont le front, l'interface utilisateur, est intégré à l'environnement de travail, mais dont le back, c'est-à-dire la logique, elle est supportée par le LMS. Et là, on est en train de mettre le doigt sur une nouvelle fonction du LMS qui a un rôle plus d'infrastructure, en fait. Le LMS qu'on voit moins, qui n'est pas forcément comme portail, mais un LMS qui fournit des ressources et des contextes pédagogiques à des intelligences artificielles. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie bascule qu'on peut observer actuellement. Merci pour ce long développement, Sébastien. Élodie, est-ce que ce que Sébastien vient de dire te parle, notamment, est-ce que tu as vu comment dirais-je, des expériences d'apprentissage sortir du LMS pour aller vers des apps? Est-ce que le LMS est capable finalement de récupérer, puisque Sébastien a insisté sur le rôle des données spécifiques à des métiers qui, elles, figurent bien à l'intérieur du LMS. Donc, est-ce que tu as vu tout de même la volonté des entreprises de faire que le LMS reste une sorte de colonne vertébrale vers laquelle revient systématiquement ces expériences qui auraient été externalisées? Qu'est-ce que tu vois en matière justement d'évolution de l'écosystème digital par rapport à cela? Alors, c'est là où on n'est pas tous forcément d'accord autour de la table sur la notion de portail, où effectivement, les usages IA ne se font pas tous en lien avec le portail, donc je serais plus systémique, c'est « et ». On voit les deux et ça se multiplie. Il y a déjà eu hors LMS et là, sur des usages IA qui ne sont pas en accès via le LMS, effectivement, comme l'a cité tout à l'heure Sébastien. Par contre, je vois des usages où l'IA va être intégrée au portail LMS, dans une notion que j'ai toujours défendue, qui est la notion de portail immersif, qui soit dédié à des managers, que ça soit dédié à des équipes de vente, ou voilà, vraiment pour une expérience métier ciblée. Et ce qu'on a de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que, comme tu le disais, Sébastien, les gens ils vont chercher en situation de travail l'assistance dont ils ont besoin, la connaissance dont ils ont besoin. Donc, ils veulent une aide contextualisée, contexte très important, avec une réponse immédiate. Il y a la notion de vitesse de réponse qui est importante. Et puis, l'accompagnement qui va être fait dans leurs outils de travail. Donc, on a vraiment des IA, on va dire, spécialisées dans les différents contextes. Et puis, on en voit pas mal dans Office 365, comme tu l'as souligné dans Teams, par exemple, donc des outils métiers. Et puis, chez nos clients, ce qu'on a vu, par exemple, c'était aussi des portails externes, support à la performance pour des équipes de vente qui mettent en place de la gamification aussi qui est intéressante. Il y a aussi pas mal on a un client qui a développé, je dirais, une extension du portail de formation, mais c'est un portail FAQ métier pour des experts dans le secteur de l'énergie, où ils peuvent entre eux échanger sur justement des questions, réponses, apporter leur expertise, leur aide, voire une forme de coaching, on va dire. Pas mal de simulations, on en a entendu parler ce matin chez Canal, notamment pour l'aide au centre d'appel, et puis dans d'autres contextes, c'est l'aide à la vente. Donc là, c'est des simulations IA qui ne se passent pas forcément dans le LMS, c'est un outil tiers qui va le gérer, ce qui peut aussi embêter les clients parce que la data, elle est dans deux data IA différents. Donc ça aussi, c'est des choses que Sébastien va aborder, je pense, plus tard, un peu plus en détail.
Et puis, on a cette perspective de ramener ça quand même dans un contexte LMS qui est un portail dédié. Puisqu'on a vu aussi, tu l'as cité tout à l'heure, Sébastien, c'est les usages mobiles pour les gens du terrain. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on a une app mobile. Nous, on a été amenés dans le développement d'apps mobiles pour les compagnies aériennes parce que c'est plus rapide, c'est plus simple d'accès qu'un LMS traditionnel. Et puis, il y a des fonctionnalités pour suivre les parcours en mode déconnecté, comme on a fait dans Mosler, qui sont vraiment intéressantes pour des populations. Donc voilà, il y avait déjà des usages. Et à l'intérieur de l'app mobile, on intègre aussi un assistant pour que les gens comprennent des situations qui peuvent être particulières. Je vous donne un exemple sur certains contenus téléchargeables. On a des compagnies aériennes, donc le fonctionnement standard de l'app, c'est que quand tu veux, tu télécharges un contenu. Et puis, dans d'autres cas, c'est interdit de télécharger quand tu n'es pas dans l'environnement de la compagnie aérienne. Donc ça, ce n'est pas un usage courant. Donc, il faut qu'on adapte l'assistant IA justement à l'utilisateur pour que j'arrive pas à télécharger mon contenu. Alors, il demande à Luma, ça s'appelle chez nous l'assistant, pourquoi j'arrive pas, puis ça va lui dire, dans le contexte de telle compagnie, de ta compagnie aérienne, tu ne peux pas le télécharger, etc. Donc voilà, c'est des cas d'usage comme ça, anciens, mais où l'IA vient en fait apporter son soutien. Alors, quand on parle d'IA, et décidément, on en parle beaucoup depuis le début de notre webinaire, mais c'est bien normal, on parle de conversation, puisque, comme le soulignait Sébastien, finalement, l'interface avec ChatGPT, Claude, DeepSeek, que sais-je, ça se présente comme une interface conversationnelle. On pose des questions, l'IA nous répond, on réagit sur la réponse de l'IA, qui réagit sur notre réaction, etc. Comme disait Nietzsche, le mariage est une longue conversation. Eh bien, il semble qu'on soit vraiment en train de se marier avec l'IA aujourd'hui. Et donc, on va passer à un troisième sondage où on va creuser cet aspect conversation. Mais pour le moment, allez hop, dans l'onglet Pulse, quel est votre usage principal de l'IA aujourd'hui? Donc, on lance le sondage. Recherche d'informations, assistance, création de contenu, formation montée en compétences, aucun usage significatif. Autre usage, dites-le nous dans le chat. Voilà, on va se laisser une quinzaine de secondes pour répondre à cela. Ah, autre usage. Il y a une personne qui n'est pas paresseuse, qui dit autre usage parce qu'elle sait qu'elle va devoir mettre quelque chose à l'intérieur du chat. Merci à cette personne. On va peut-être s'arrêter là pour l'instant, mais le sondage peut continuer de tourner. Vous pouvez continuer d'y répondre. Sébastien, ta réaction par rapport aux réponses? Ça ne t'étonne pas, j'imagine. Comment? Qui? Ça ne t'étonne pas, j'imagine. Non, ça ne m'étonne pas. Je suis même surpris que la création de contenu ne soit pas plus élevée parce que c'est souvent ce que j'entends, par contre, pour des différents échanges, de ce que je peux voir, c'est-à-dire que la première idée vraiment d'exploitation de l'IA en formation, ça a souvent été de se dire, OK, on va pouvoir accélérer ou améliorer la production de contenu, qui est souvent vu un peu comme la partie difficile, le point dur. Mais c'est pas forcément, pour moi, la partie la plus disruptive. Pour moi, la partie la plus disruptive, c'est vraiment l'exploitation de l'IA pour transformer l'expérience d'apprentissage. Mais ça, on va en parler dans un instant à nouveau, donc je ne veux pas trop m'étendre. Élodie? Peut-être qu'on a mal formulé la question, dans le sens, on n'a pas mis le contexte. Quel est votre usage principal de l'IA aujourd'hui dans le LMS? Si c'est ce qu'on voulait dire, auquel cas
on irait, je pense, dans ce que tu disais, Sébastien, c'est-à-dire plus de création de contenu. C'était la demande initiale que nous, on avait au niveau des clients. Hein. C'est bien ce que j'ai pu noter. Et puis, ensuite, on est passé effectivement à de la recherche d'infos et de l'assistance. Donc, voilà ce que je dirais. On voit encore la notion de montée en compétences. Donc, ça, c'est un sujet on va l'aborder un peu plus tard, hein, Sébastien, parce que c'est un sujet important. Et puis, l'autre usage, attends, je vais voir le chat, hein, je n'ai pas regardé, qu'est-ce que c'était Mélange de création de contenu, de recherche d'informations et d'assistants en tout genre, réalisation de comptes qualitatifs, automatisation, etc. Ça, c'est la réponse de Pierre. Donc, en fait, Pierre nous dit, moi, j'ai un usage qui ne se restreint pas à une des réponses de la question posée, mais qui est multidimensionnel, en quelque sorte. Je pense que c'est la réponse que pose Pierre. Très bien. Une réponse de Sébastien sur l'utilisation de l'IA pour analyse des données. Ça, on est un peu plus dans le contexte de ce que Sébastien appelait l'exploitation finalement de l'IA au service de l'amélioration des expériences d'apprentissage. Traduction. Ouais, en fait. C'est un vrai beau sujet pour moi. Alors, ce qui est amusant, d'ailleurs, au passage, c'est que la réponse recherche d'information, assistance, ça répond un petit peu à l'usage personnel maintenant qu'on a privé de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elle est en train de remplacer les moteurs de recherche comme Google et les autres. C'est-à-dire que maintenant, si on a vraiment une question à poser, on sait qu'on ne peut pas la poser dans une syntaxe habituelle sur Google parce qu'il ne comprend pas grand-chose quand même. Et par contre, si on va dans une intelligence artificielle générative, là, on a une conversation qui permet de s'engager. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Google, après avoir constaté le retard pris sur ChatGPT, a mis les bouchées doubles en 2-3 ans pour rattraper ChatGPT avec Gemini, notamment dans sa dernière version, qui est tout à fait concurrent, valablement, je dirais, de ChatGPT. Donc, c'est un peu la première réponse me semble être un peu, finalement, j'utilise l'intelligence artificielle comme un super moteur de recherche. J'y trouve ce que le moteur de recherche n'apportait pas. Si en plus on l'utilise avec son iPhone, ça veut dire concrètement, je suis en train de manger une salade par exemple, de myrtilles et de fraises. Je vais demander à ChatGPT quels sont les bienfaits de la fraise et des myrtilles sur mon alimentation, sur ma santé, etc. Donc là, il n'y a plus aucun moteur de recherche qui est capable de répondre à ça, alors que ChatGPT le fait très bien. On va peut-être aller directement dans le vif du sujet, Sébastien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, on va répondre à cette question. Alors, est-ce que, au fond, cette conversation avec l'IA, qui a été rendue possible depuis l'automne 2003 avec l'arrivée de ChatGPT puis de ses concurrents, est-ce que c'est en train de bouleverser fondamentalement l'expérience d'apprentissage, la façon d'apprendre et de piloter la formation? Alors, je pense, oui, clairement. Alors, ce sujet, je crois qu'autour de la table, on a des visions qui sont potentiellement divergentes, donc ça va être intéressant d'ailleurs de pouvoir réagir. J'ai essayé d'apporter une vision à peu près nuancée, mais je vais essayer. Oui, clairement, l'aspect conversationnel, je pense qu'il est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le voir comme une nouvelle modalité pédagogique. Et d'ailleurs, on commence à le voir évidemment apparaître au cœur de certains LMS comme une modalité pédagogique à part entière, alors avec des degrés d'intégration très différents. Pour certains, finalement, un cours au sein du LMS, ça va rester un parcours classique avec des ressources. Et puis, on va avoir une IA un petit peu à côté, en marge, avec un rôle secondaire, mais qui va être quand même là pour jouer un rôle de support, répondre aux questions de l'apprenant, etc. Parfois, on a des intégrations un peu plus avancées. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'en expérimenter une que j'ai trouvée extrêmement productive. C'est l'idée d'avoir des bouts de conversation, en tout cas des instants de conversation au cœur du parcours. Le schéma typique, c'est l'apprenant consomme une ressource et à la suite de cette ressource, on met en place un follow-up, c'est-à-dire une petite conversation avec un agent IA. Et là, on arrive à des choses extrêmement intéressantes parce que cet agent IA, il va bien sûr pouvoir répondre aux questions de l'apprenant, mais il va pouvoir aussi jouer un rôle de remédiation, de contextualisation avec les objectifs propres de l'apprenant,
il va pouvoir susciter une démarche réflexive, il va pouvoir même jouer un rôle en termes d'évaluation, en posant des questions ouvertes et en analysant les réponses de l'apprenant. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous éloigne de consommation de ressources égale complétion, voire score du quiz. Et ça nous enrichit de toute une conversation dont on va pouvoir extraire énormément d'informations. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait d'utiliser l'IA ici pour analyser les traces. Mais typiquement, dans les expérimentations que j'ai pu mettre en place, c'est utiliser l'IA pour analyser ces bouts de conversation et essayer d'en extraire les sujets qui ont été approfondis, les zones de doute, les faiblesses, les points à renforcer, etc. Et donc là, on voit bien qu'on va bien au-delà de la complétion du score. On a de l'information qui est très qualitative, prête à être exploitée d'un point de vue pédagogique. Après, il y a encore un autre usage qui fait plus débat, mais que moi je trouve extrêmement intéressant, c'est la possibilité carrément d'oublier le parcours finalement et de faire de la conversation l'objet principal, en fait, le point d'entrée et le fil conducteur pédagogique. Alors, ce n'est pas forcément adapté à toutes les situations, mais en tout cas, ça peut l'être dans certains cas. L'idée, là, c'est qu'au fur et à mesure de la conversation, de ce que l'IA comprend de vos objectifs et de ce qu'elle sait de vous, elle va vous suggérer éventuellement des ressources. Ces ressources, vous allez pouvoir les consommer. Les réponses de l'IA dans le mode conversationnel constituent aussi des ressources finalement. Ça constitue aussi du contenu. Donc finalement, la conversation, elle devient à la fois le parcours et le contenu et la ressource. Moi, je dirais c'est presque une forme extrêmement évoluée d'adaptive learning, qui faisait référence tout à l'heure, Elodie. L'adaptive learning, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait 20 ans qu'on en parle. On a essayé de le traiter de plein de manières différentes. On a essayé de faire des parcours conditionnels. On a essayé de faire tout un tas de choses. Et finalement, laisser la main à l'IA pour nous conduire vers un objectif à partir des échanges qu'on a avec elle, à condition, et bien évidemment, je le redis, l'IA, pour pouvoir faire ce travail-là, elle a besoin qu'on lui fournisse un contexte, un comportement, des ressources, etc. Mais si on lui donne tout ça, si on lui pose le bon contexte, elle est capable de faire ça. Alors après, ça pose tout un tas de questions aussi, notamment en termes de suivi, puisque si j'ai plus de parcours et que j'ai que des expériences individualisées sous forme conversationnelle, ça veut dire que chaque expérience est complètement différente. La complétion, on l'oublie, elle n'a plus aucun sens. Ça veut dire que la seule manière d'avoir un retour, une synthèse sur ce qui s'est passé, c'est de collecter des traces précises et c'est ensuite d'analyser l'expérience d'apprentissage dans sa globalité et d'essayer d'en déduire les compétences qui ont été travaillées, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inférence de compétences. On part d'une expérience et on essaie d'en déduire les compétences qui ont été renforcées par cette expérience. Pascal a un commentaire qui est « Conversation comme chez Platon ». Elle m'a ôté ce commentaire de la bouche puisque j'allais dire que cette modalité, cette façon d'apprendre, c'est ce qu'on trouve effectivement dans les dialogues de Platon avec la méthode dite de maïotique, qui était la méthode de Socrate dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc effectivement, ça ne manque pas de saveur de voir que la technologie aujourd'hui, l'IA, permet de travailler finalement des approches qui ressemblent beaucoup à celles qui existent depuis 25 siècles. Élodie, est-ce que tu vois des usages spécifiques de l'IA en formation chez tes clients? Qu'est-ce que tu as repéré comme chose intéressante qui te donne matière à penser pour la roadmap, par exemple, de Moz My Onsite, ne serait-ce que ça? Alors, ce qu'on a pu voir et aussi mettre en place avec les clients, qu'on ne faisait pas il y a quelques années, c'est cette interaction conversationnelle avec les contenus. Après, l'interaction conversationnelle avec les contenus, elle doit être entraînée. On parlait ce matin avec les techs justement de la production de contenu qui se fait dans leur système et qui permet aussi d'avoir le tuteur pour la conversation. Donc, dans ce contexte-là, pour nous, c'est très difficile d'entraîner sur toute une base client de contenu. On ne voit pas vraiment comment arriver à faire ça proprement. Donc, c'est pour moi des agents spécialisés qu'on voit qui viennent et qui ont cette interaction avec les contenus. Nous, on l'a fait sur la partie plateforme et app. Parce que notamment donc, dans 3 évolutions, c'est cette interaction.
Deux, c'est l'industrialisation des tâches, de certaines tâches qui peuvent prendre du temps aux équipes formation. Par exemple, dans la plateforme, de générer des quiz rapidement. C'est intéressant. On le disait tout à l'heure, dans l'évaluation, cette notion de quiz, elle est toujours là. Donc, c'est intéressant de la voir. Après, il y a l'aide à l'administration de plateformes. Nous, on nous a toujours salué pour la beauté de nos portails apprenants et ce côté engagement de ce côté-là. Mais pour le côté back-office, quand on a une plateforme qui a 25 ans d'expérience, de retours clients qui sont qui nous ont permis d'avancer beaucoup avec une richesse fonctionnelle importante, elle pouvait paraître assez difficile à appréhender sans formation. Et bien maintenant, grâce à l'assistance de Mosluma, tout s'éclaire et puis on pose des questions et on peut savoir comment mettre en place des systèmes de notification assez sophistiqués, par exemple, etc. Donc, c'est ça. Et le troisième aspect de cette industrialisation, c'est l'analyse aussi des données qui est beaucoup plus rapide qu'avant. C'est une capacité aussi à exploiter les données learning de manière plus proactive parce qu'on va analyser ce qui se fait dans les conversations. On va remonter cette data et on va la traiter dans des outils BI qu'on va mettre à disposition du client ou pousser dans leurs outils BI. Donc, on est de plus en plus, je trouve, dans de la data qui n'est pas forcément traitée dans le LMS même parce que les datas, elles viennent de plusieurs horizons et c'est intéressant que les clients ils puissent, eux, réintégrer tout ça. On en parlera plus tard en lien avec les standards parce que c'est un point important aussi. Donc oui, avant, il y avait beaucoup d'analyses qui existaient déjà, mais ça demandait un peu plus de temps. On formatait des rapports pour les clients. Et donc, pour moi, ça, c'est important. Des données qu'on va restituer qui vont accélérer finalement une capacité d'analyse et puis d'aide à la décision. On est bien dans de l'aide à la décision, mais il n'y a jamais de décision prise par l'IA. Voilà. Eh bien, nous entrons dans la quatrième partie, pas la moins importante, c'est la dernière ligne droite, c'est souvent celle où la décision se fait. Et donc, on passe par un sondage. Quelle est votre priorité à 12 mois pour votre écosystème de formation? C'est parti. Intégrer l'IA, mieux piloter la data, rationaliser les outils, améliorer l'expérience apprenant. Autre priorité, dites-nous dans le chat. Je ne sais pas, Élodie, je ne connais pas cet outil que nous utilisons. Je ne sais pas s'il était possible de répondre d'avoir plusieurs réponses aux questions ou si ce sont des questions à choix unique. Je pense que c'est des questions à choix unique. D'accord. C'est l'outil d'EdTech, alors je ne suis pas très... C'est pas mal non plus, parce que les QCM, en général, on coche toutes les cases. Oui, puis on disait dans des usages... Non, QCU, pardon. Non, je pense que c'est du QCU. Marion, tu me confirmes si jamais notre Marion pourra me le dire. Je vais voir si elle m'a mis... Alors, on est encore et toujours, on n'en a jamais terminé, sur l'amélioration de l'expérience apprenant. Alors, je vais vous laisser la parole, mais j'espère qu'il ne faut pas voir dans cet item et cette réponse cette espèce de problème qu'on cache souvent dans les services formation, c'est tous ces investissements, toute cette machinerie pour que la montagne accouche d'une souris, c'est-à-dire qu'on ose à peine de sortir les statistiques de consommation des ressources sur la plateforme parce qu'on se dit, aïe, 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 je ne vais pas aller voir mon directeur financier avec ces stats-là, sinon il va me dire, ça nous coûte bien cher pour le résultat. Et une vision de cela, c'est de dire, il faut sans arrêt améliorer l'expérience apprenant parce que c'est ça la clé du sujet. Mais, je répète souvent ce proverbe chinois, on peut conduire un âne jusqu'au puits, mais une fois qu'il est au puits, on ne peut pas l'obliger à boire. Donc, quelles que soient les améliorations que vous apporterez à vos dispositifs, difficile de faire boire vos ânes.
Vraiment, j'exagère Ah parce que ben, il faut les les assoiffer apprenants un sont peu pas bien. il faut les assoiffer, tu as raison, il faut les assoiffer. Mais Alors, oui, il faut les assoiffer un peu commentaire en sur avant. Il faut amener aussi un peu de nourriture près du puits pour les faire avancer, etc. On trouve ton des commentaire, astuces. c'est pas ça, Élodie. Faire assoiffer les ânes et les rendre, voilà, leur donner de l'appétit. C'est le marketing de la formation. Voilà, c'est ça. Enfin, tu sais, le marketing, il ne peut pas créer des besoins, des besoins qui n'existent pas, hein, ou il ne peut pas Ah, le obliger des consommateurs marketing a à… créé des besoins, oui. J'ai Sébastien, mon chien qui vient, donc c'est pas moi qui a l'aide de chaleur. Si jamais j'ai mon malinois là qui s'est réveillé tout d'un coup et puis qui vient, autrement il aboie derrière la porte. Bon voilà. Sébastien, Petite avant de rentrer dans le parenthèse. vif du sujet, ton commentaire sur ce Alors, moi, résultat. je te laisse l'initiative de la métaphore de l'âne, hein, je ne prends pas de risque. Hein, ok. C'est l'ancien prof de maths qui peut parler, si tu veux, hein. Donc, et d'ailleurs, je me range parmi les ânes, hein. On est tous l'âne de quelqu'un, il faut le savoir. Mais non, non, moi je trouve ça encourageant de voir que l'amélioration de l'expérience apprenant remonte parce que derrière l'amélioration de l'expérience apprenant, moi ce que j'y vois, c'est pas le côté c'est plus sympa, c'est plus ludique et tout ça. Moi ce que j'y vois, c'est plus performant et donc ça permet de remplir la fonction première du LMS qui est d'aligner les compétences aux besoins de l'organisation. Donc si derrière l'expérience apprenant améliorée, on a effectivement ça, un transfert de compétences qui est ce qu'on recherche au sein de l'entreprise, bah, je trouve ça plutôt encourageant. Alors, on va rentrer dans un sujet qui semble un petit peu technique, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et là, je m'adresse aux spécialistes, donc tu as la parole, tu vas la maintenir, aux spécialistes des normes. Je sais qu'à un moment donné, tu as été assez souvent consulté, y compris par de grandes entreprises, sur l'évolution de la norme SCORM, sur l'apparition de la norme XAPI, sur l'existence des Learning Record Stores, etc. Qu'est-ce que tout ça devient? Ça semble avoir un peu disparu de la circulation, mais est-ce qu'ils n'ont pas une nouvelle jeunesse avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Alors si clairement, peut-être avant de rentrer dans des considérations qui sont un tout petit peu techniques, très vulgarisées, je vais essayer de poser le contexte. Finalement, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, durant cette session, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'apprentissage, il évolue, il se fragmente, il se passe un peu au sein du LMS, aussi à l'extérieur, parfois dans l'environnement de travail, etc. Donc cet apprentissage qui se fragmente, ben, il va de pair avec quand même le besoin à un moment donné d'avoir une vision consolidée, une vigie, une tour de contrôle. Donc j'ai envie de dire que finalement, le LMS, son rôle, c'est peut-être ça. Le LMS de l'entreprise, son rôle, c'est peut-être d'être la tour de contrôle des apprentissages et d'offrir la vision globale malgré cette fragmentation des apprentissages. D'ailleurs, la grille de lecture, ce n'est pas forcément le suivi des apprentissages. Hein. On a toujours l'habitude de faire le suivi avec les complétions, les scores et tout. C'est peut-être plus le suivi des compétences, finalement. La grille de lecture, elle est peut-être reportée au niveau compétences. Parce qu'on l'a vu, finalement, la complétion, elle n'a pas forcément de sens. Dès lors qu'on a des expériences d'apprentissage individualisées, on va plutôt essayer, chercher à comprendre quelles sont les compétences qui ont été travaillées, influencées, et donc raisonner en termes de compétences. Donc, la nécessité de tracer, de collecter des données liées à ces formations, elle est importante. Elle est importante pour ça, pour pouvoir traduire les expériences en compétences. Elle est importante pour d'autres choses, d'ailleurs. Elle est importante pour faire de l'individualisation. On l'a dit tout à l'heure, hein, si on veut avoir des tuteurs IA, pour qu'un tuteur IA puisse réagir de manière totalement individualisée à un apprenant, il faut qu'il ait l'historique de l'apprenant. C'est en ayant l'historique de l'apprenant qu'il va pouvoir s'adapter à cet apprenant. Donc les traces servent à ça, permettre de l'individualisation. Mais ça peut, moi je vois un autre rôle qui est de plus en plus important, qui est de la traçabilité pour des notions de contrôle qualité, par exemple, de gouvernance de données et de contrôle qualité. Pour ça, l'image que j'aimerais utiliser, c'est que tant qu'on avait des contenus e-learning ou des vidéos, le contrôle qualité, on le faisait en amont. On sait ce qu'on diffuse, donc on sait que ces contenus sont valides. À partir du moment où mon contenu, c'est plus directement le contenu qu'on a préfabriqué, mais c'est la conversation avec l'IA. On a des risques derrière ça. L'IA, il arrive qu'elle hallucine, il arrive qu'elle dise des bêtises. Et donc, le contrôle qualité de cette interaction conversationnelle, on ne peut pas le faire en amont. Donc, ça veut dire qu'on va devoir le faire en aval.
Donc, tracer et garder en mémoire ces conversations et mettre en place une capacité d'audit de ces conversations pour détecter des problématiques et avoir des possibilités de remédiation et de correction, c'est quelque chose qui me semble essentiel pour l'avenir. Donc, pour toutes ces raisons, suivi de compétences, individualisation, contrôle qualité, la traçabilité, elle est, je pense, vraiment au cœur du besoin. Et effectivement, pour ça, il y a un standard qui est assez ancien maintenant, qui date de 2013, qui s'appelle XAPI, Experience API. Ce standard, il a vraiment été développé par des gens qui avaient un esprit très visionnaire, en fait. Mais trop visionnaire certainement par rapport aux usages de l'époque, à tel point d'ailleurs qu'on a essayé de le détourner pour faire du suivi de complétion, alors qu'il n'avait pas été prévu pour ça. XAPI, c'est un standard qui permet de tracer n'importe quel type d'expérience d'apprentissage, dans toute sa richesse. Donc, il est vraiment taillé pour ce qu'on connaît aujourd'hui ou ce qu'on va connaître dans l'avenir. Des expériences totalement individualisées et très diversifiées. Et donc, on est en train de voir effectivement depuis un an et demi, un regain en popularité de ce standard qui finalement était un peu surdimensionné pour ce qu'on avait jusqu'à présent. On le voit au travers de nouvelles dynamiques auprès des éditeurs de LRS. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le LRS, donc c'est le dépôt de traces d'apprentissage, c'est la base de données qui contient toutes nos traces. Le LRS, il a aussi beaucoup de sens à être intégré au LMS. Et je pense que c'est vraiment en train de devenir une brique essentielle du LMS pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Élodie, on ne va peut-être pas te demander d'élaborer sur ce que vient de dire Sébastien, puisque non, mais je vais rebondir. La plateforme est justement en Most Mind Site, elle, compatible avec XAPI. Non? Non, justement, nous, on a vu que c'était urgent d'attendre parce que la plupart des usages clients sont sur des contenus avant. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a tempéré justement les évolutions parce qu'on voyait que les usages XAPI n'étaient pas tant pour ça. Il y avait CMI5 qui devait remplacer SCORM. Et on nous a dit, mais comment ça se fait que vous êtes… Enfin, les plateformes LMS aussi, ça c'est une des critiques qu'ont subi les LMS, c'est que c'est SCORM 2004. Donc, c'était en 2004. Je corrige… 2004, quatrième édition, c'était en 2009, hein, tu m'as dit, Sébastien. Donc, on est resté sur cette norme-là parce que finalement, CMI5 apportait pas grand-chose et l'idée, c'était de ne pas changer un truc qui marche et ce n'est pas incompatible. Donc, on peut très bien gérer des contenus SCORM parce que la majorité des contenus clients actuellement, c'est effectivement du format SCORM. Et en marge, on met en place le LRS qui, lui, correspond à XAPI en termes de formatage, de structuration des données pour que, justement, on puisse avoir des contenus, l'information qui vient du LMS en SCORM, on pourrait la remonter si on a besoin, mais aussi interaction avec l'écosystème sur des données d'apprentissage qui viendraient d'autres systèmes. Donc voilà, c'est toujours systémique, c'est pas où, c'est est. Et nous, on est dans le est actuellement. Et Élodie, sortons un petit peu un instant de cette question d'ordre technique pour parler d'orchestration. Donc, notre première question, la question initiale, c'est le LMS est-il mort? Et finalement, à vous écouter tous les deux depuis une petite heure maintenant, et on arrive à la fin de notre webinaire, j'ai l'impression que la réponse est non. Le LMS, il vend chèrement sa peau. C'est la troisième fois ou la deuxième fois qu'on prédit sa mort. Et en fait, non, le LMS est mort, vive le LMS. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Parlons d'orchestration. Comment tu vois les choses de ton côté? Alors, si on a dit que le LMS, il est là pour répondre aux besoins business d'une entreprise. L'entreprise ne va pas gérer uniquement des contenus, des conversations. C'est un écosystème où on a parlé de compétences. Même si ce matin, Safran a remis en cause la Skills-Based Organization, ils ont fait des tentatives, c'était très difficile, mais on a une approche pragmatique du côté de Sébastien, donc je t'attends juste en commentaire là-dessus après. Pour moi, c'est gérer des données, des parcours et des expériences et aussi les conversations. Donc, moi, ils ne vont pas remplacer au niveau de l'IA tout ce qui est, tu l'as dit, gouvernance, pilotage, la traçabilité, la gestion des compétences, les intégrations système, un reporting intelligent.
Et puis, c'est cette orchestration finalement de tout ça qui fait que, avec des usages qui sont distribués, des assistants conversationnels, c'est important d'avoir une couche centrale. Je ne dis pas une couche, je dis une couche centrale. On est vraiment ou sur du méta ou du central, comme vous voulez, mais pour relier l'ensemble. Et là, le LMS, il a un rôle qui est vraiment stratégique. Donc, on évolue vers une logique d'intégration, d'expérience, de pilotage d'intégration. C'est comme un hub. Moi, j'aime bien cette notion, moi qui viens de Feu Suissair, avec les hubs comme ça qui vont connecter ces différents environnements, centraliser les données utiles dans un LRS parce qu'il n'y a que ce modèle de base de données qui permet de garder toutes les traces utiles et de les restituer pour avoir une cohérence, puis piloter ces compétences à l'échelle de l'organisation, à l'échelle aussi internationale, etc. Donc, ce n'est pas que le LMS disparaît, c'est l'idée du LMS que je dirais fermé sur lui-même. On parlait ce matin de destination. Donc non, le LMS, ce n'est pas la destination, c'est le point d'orchestration. Merci, merci beaucoup. Il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais je suis sûr et certain que Sébastien et Élodie se feront un plaisir et un devoir de répondre à ces questions parce qu'on a dépassé notre temps. J'en profite, je sais que Sébastien a écrit un très bel article récemment. J'aimerais bien, Sébastien, si tu n'y vois pas d'inconvénient, que tu le fasses parvenir, soit maintenant dans le chat, soit plus tard. Je me permets de faire parvenir aussi immédiatement dans le chat 4 articles qu'on a signés avec Aude Delachery, qui est la spécialiste LMS du cabinet FEFOR que j'ai cofondé avec elle il y a maintenant une vingtaine d'années. Il y a l'article de Sébastien, très bien. Ça vient compléter donc la documentation. Qu'est-ce qu'on peut envoyer, Michel, sur la question au niveau de la certification Calliope, parce que j'ai tout un document sur comment la plateforme Moscorus y répond sur les 7 critères. Donc, il n'y en a qu'un, c'est l'investissement dans l'environnement professionnel qui concerne le client, mais on a coché toutes les autres cases. Voilà. Parfait. Voilà, vous sortez de ce webinaire avec, voilà, c'est une vente à emporter, c'est une vente qui était gratuite, sauf que vous nous avez consacré du temps et ça, on vous en sait gré, on est sensible à cela. Donc, les 6 points qu'on souhaitait mettre en avant, j'espère qu'on a été en cohérence avec ce slide final. Évidemment, on vous remercie. Merci Élodie pour l'organisation de cette journée qui n'est pas terminée, je crois. Encore un webinaire. Merci à Sébastien pour ton expertise et la générosité avec laquelle tu nous la communiques. Et merci 1000 fois à l'audience d'être présente en espérant poursuivre les échanges avec vous. Je vous dis à bientôt de toute façon, puisqu'on partage cette passion. À bientôt. Merci, donc, à bientôt et à tout à l'heure pour le prochain webinaire à 15h15 sur l'illusion du volume. Pourquoi 60% de vos formations n'ont aucun impact? Comment en sortir? Merci à tous. Merci. Merci Au revoir. à mes 2 experts. Au revoir. Au revoir.